Bon les gars, vous m'excuserez de un pour la luminosité qui est complètement à chier parce qu'il fait déjà presque nuit et surtout pour l'irrégularité de mon contenu. Je sais qu'à chaque fois je suis régulier, ensuite je m'excuse parce que je suis pas régulier, etc. Et effectivement là j'ai pas été régulier, donc les gars je suis désolé. J'ai eu pas mal de périodes de remise en question par rapport déjà à mon contenu, à l'avenir de cette chaîne. Alors je vous rassure, je vais pas arrêter de poster des vidéos. Mais des fois, je rentre dans une espèce de paralysie d'inaction, ou je sais pas, en anglais on dit analysis, paralysis, bah, c'est exactement ce qui m'arrive parfois et c'est exactement ce qui m'est arrivé ces derniers temps avec ma chaîne. Donc je suis de retour les gars, vous inquiétez pas, j'ai plein de sujets de vidéos qui sont prévus pour la suite, donc on maintient le muscle café en force. Je me suis aperçu dans les commentaires de l'une de mes récentes vidéos où je parlais justement du lien entre chute de cheveux et stress, et cet abonné commentait comme quoi il avait remarqué que lorsqu'il faisait moins de sport, il avait moins de perte de cheveux. Et ça m'a rappelé une rumeur que j'ai suivie pendant un certain temps qui dit que la musculation accélère la calvitie. Et cette rumeur vient probablement du fait que la plupart du temps, on voit dans les magazines de bodybuilding et même dans le monde de la musculation en général, qu'une plus grande partie d'hommes chauves vont à la salle versus dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans le groupe démographique des personnes qui font de la musculation, il y a un plus grand pourcentage d'hommes qui sont chauves que dans le groupe démographique des personnes qui font moins de musculation. J'ai pas vraiment vu de statistiques qui prouvaient ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer dans mon quotidien. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de me pencher sur la question et de d'élucider ce mystère et de vraiment déterminer si oui ou non la calvitie a un lien avec la pratique de musculation et même de sport en général. Et j'étais assez étonné de voir qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, donc je vais les parcourir avec vous et je vais également vous partager mon interprétation de la science et bien sûr quoi faire de tout ça. Est-ce qu'il faut arrêter de faire de la musculation si tu veux prévenir ta calvitie ou si au contraire est-ce qu'il faut faire de la musculation pour prévenir ta calvitie? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Et je tiens quand même à préciser avant de partir dans le vif du sujet que ma recherche initialement était biaisée sur l'idée de trouver des preuves que la musculation pouvait être néfaste pour la perte de cheveux, parce que c'était ça l'objectif. Et vous verrez que malgré ce biais de confirmation qui a failli se créer durant ma recherche, les conclusions que j'ai pu en tirer n'étaient pas aussi tranchées que ce que je pensais, donc ça risque d'être intéressant. Donc la première hypothèse qu'on pourrait formuler, qui permettrait d'expliquer un lien entre calvitie et musculation, c'est que, étant donné qu'il a été démontré que la musculation avait la capacité d'augmenter les hormones masculines, dont testostérone et dihydrotestostérone, la fameuse hormone destructrice des bulbes, et que en plus de ça, la musculation, lorsqu'elle est pratiquée de manière intense, augmente la densité des récepteurs androgènes, on pourrait se dire que plus d'androgènes et plus de récepteurs veut dire une augmentation des chances d'avoir plus d'activité androgénique au niveau du cuir chevelu. Il y a deux problèmes à cette hypothèse qui ont fait que je l'ai très vite démenti par moi-même, c'est que déjà de un, l'augmentation de récepteurs androgènes se fait uniquement dans les muscles lorsque tu fais de la musculation. Tu ne vas pas augmenter tes récepteurs androgéniques dans les autres tissus. En tout cas, c'est ce que les études ont l'air de démontrer. Et en plus de ça, les pics de testostérone et de dihydrotestostérone après la musculation sont très brefs. Et il y a de fortes chances que ces pics ne soient pas suffisamment longs et suffisamment conséquents pour causer une augmentation de la perte de cheveux. Donc j'ai très vite mis cette hypothèse de côté et je suis passé à la suivante. La suivante étant l'augmentation du stress dans l'organisme. Et il y a plusieurs types de stress. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler du bon stress versus mauvais stress, ou bien stress aigu versus stress chronique, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu fais de la musculation, tu vas avoir un stress aigu qui va stimuler certaines réponses de ton corps qui seront bénéfiques pour l'organisme. Donc une augmentation du système immunitaire, une activation des gènes pro-longévité, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là parce que même moi je trouve ça compliqué et j'ai pas fait suffisamment de recherches à ce sujet parce que c'est tout simplement pas pertinent pour cette vidéo. Mais tout ça pour dire que un stress aigu est bénéfique pour ton corps et c'est probablement aussi potentiellement bénéfique pour tes cheveux. Mais un stress chronique, comme si par exemple tu t'entraînais trop souvent, pourrait causer une augmentation de la perte de cheveux. Donc ça c'est l'hypothèse de départ. Et donc avant de rechercher des informations spécifiquement liées à cette hypothèse du stress chronique versus stress aigu,
J'ai d'abord commencé à faire une recherche un petit peu générale sur les études qui étaient déjà disponibles sur Internet, qui permettraient de démontrer un lien entre sport, y compris musculation, et perte de cheveux. Et je suis effectivement tombé sur deux études, voire trois, qui étaient assez intéressantes. La première se présentait sous forme d'un espèce de questionnaire et elle a démontré une corrélation, et je dis bien un lien de corrélation et pas un lien de causalité, je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans un instant. Elle a montré une corrélation entre une pratique de sport plus élevée et une fréquence plus élevée de cas de perte de cheveux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on pourrait tirer comme conclusion que une activité sportive élevée et intense cause la perte de cheveux? Ou alors, au contraire, est-ce que ça ne veut pas plutôt dire que les personnes qui perdent leurs cheveux sont plus soucieuses de leur apparence et pratiquent plus de sport? Peut-être que c'est une manière de compenser, j'en sais rien. C'est une pure spéculation, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut de toute façon rien tirer de cette étude parce qu'on a déterminé qu'il y avait une corrélation, mais il est impossible de savoir lequel cause l'autre. Ça pourrait être autant l'un comme l'autre. Ensuite, je suis tombé sur une deuxième étude qui était faite de manière un petit peu plus sérieuse et qui démontrait l'inverse. Après avoir pratiqué du sport durant 6 mois, avec des intensités et durées différentes pour chaque groupe, donc il y avait plusieurs groupes, chacun s'entraînait à une intensité et fréquence différente, en fait, il a été démontré que les personnes qui s'entraînaient régulièrement et durant plus de 60 minutes, et qui faisaient en particulier des efforts aérobies, donc de type cardiovasculaire, avaient observé une amélioration dans leurs symptômes de perte de cheveux. Plus précisément, les symptômes en question, c'était le nombre de cheveux qui tombaient au quotidien, les démangeaisons sur le crâne, qui sont souvent associées à une présence de DHT qui vient faire ce qu'elle devrait pas faire, mais qu'elle vient faire quand même, hein, n'est-ce pas? Tous ces symptômes-là étaient réduits avec une pratique régulière d'efforts de type cardiovasculaire. Donc jusque-là, le sport s'annonce plutôt positif pour le traitement de la perte de cheveux. Maintenant, il y a un petit hic à cette étude-là, c'est qu'elle ne parle pas forcément de musculation spécifiquement, et elle se tourne plus vers l'observation d'efforts de type cardiovasculaire. Et par la suite, je suis tombé sur une lettre à l'éditeur qui parlait d'un fait assez intéressant, c'est que l'activité sportive intense et régulière, voire peut-être trop régulière, pourrait causer un excès de stress oxydatif. Et là, c'est un autre type de stress. Le stress oxydatif, c'est quand tu as trop de radicaux libres par rapport à la quantité d'antioxydants que tu as dans le corps. Souvent, on va te dire de manger des légumes et des fruits parce que c'est riche en antioxydants. Oui, les légumes, c'est sain pour toi, même si sur Internet, on dirait que c'est le diable ou c'est le cholestérol du 21e siècle, je ne sais quoi. Mais effectivement, les légumes sont bons pour toi parce qu'il y a des antioxydants. Et les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres qui sont en fait des déchets résultant de l'activité cellulaire, donc plus précisément de la production d'énergie sous forme d'ATP via la contraction musculaire. Donc lorsque tu contractes tes muscles, tu vas utiliser de l'ATP pour produire de l'énergie. Donc l'ATP, c'est adénosine triphosphate. Tu as trois phosphates, tu en as un qui se détache et ça produit de l'énergie. Sauf que ce détachement de phosphate qui part de la molécule d'ATP va libérer des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont s'attaquer aux cellules. Et apparemment, il semblerait que les radicaux libres, lorsqu'ils sont en excès dans le système, pourraient avoir un effet sur les réactions enzymatiques. Et on sait que l'hormone responsable de la chute de cheveux chez l'homme, c'est la dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, pour qu'elle puisse être créée, il faut que la testostérone entre en contact avec la 5-alpha-réductase, qui est une enzyme. Et lorsque la testostérone entre en contact avec la 5-alpha-réductase, eh ben, ça crée de la dihydrotestostérone. Et visiblement, il semblerait que, en tout cas c'est ce que l'auteur de cette lettre à l'éditeur semblait prétendre, il semblerait que lorsque tu as trop de radicaux libres dans le corps, ces radicaux libres causent une augmentation de l'activité de la 5-alpha-réductase dans les cellules papillaires dermiques, qui sont en fait les cellules qui permettent de produire des nouveaux cheveux et des nouveaux tissus. Donc ça c'est problématique, parce que si tu as une augmentation de 5-alpha-réductase dans ces tissus, bah, ça veut dire que tu as une augmentation d'activité de la dihydrotestostérone, et donc bah, potentiellement une augmentation de la chute de cheveux. Et ça c'est totalement l'inverse de ce qu'on veut les gars. Et visiblement, la musculation, qui est un type d'effort qui utilise particulièrement beaucoup d'ATP, et qui en plus de ça est un type d'effort qui peut être prolongé parfois sur une très grande durée, parce que justement, bah, tu as beaucoup de pauses, et puis tu peux faire des exercices plus intenses au début, et puis de moins en moins intenses au fur et à mesure que tu évolues.
des fois, il est possible d'en abuser et peut-être que la pratique de musculation pourrait augmenter de manière trop significative la présence de radicaux libres dans le corps. Et ça pourrait potentiellement faire de la musculation un facteur de risque pour l'évolution de la perte de cheveux chez l'homme. Malheureusement ou heureusement, j'ai pas vraiment trouvé d'études qui démontraient par A plus B qu'une forte production de radicaux libres augmentait l'activité de l'enzyme 5-alpha réductase, mais je sais qu'en général, les radicaux libres peuvent avoir un impact sur les réactions enzymatiques. Mais si ça se trouve, ça pourrait avoir un impact même négatif, dans le sens où ça pourrait réduire la 5-alpha réductase. Pour l'instant, on n'en sait rien. La seule source qui permet d'affirmer que les radicaux libres augmentent l'activité de la 5-alpha réductase dans la peau, c'est la lettre à l'éditeur que je viens de citer. Donc, mis à part ça, je n'ai trouvé aucune information. Et bien sûr, si toi, tu trouves une information qui pourrait compléter ma réflexion, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires et à afficher un lien qui me permettrait d'enrichir mon contenu. Ça fait toujours plaisir. Mais parallèlement à ça, j'ai trouvé deux études qui démontrent que le finastéride a un effet antioxydant, dans un premier temps sur la prostate et dans un deuxième temps également le système cardiovasculaire, ce qui est absolument incroyable. Et comment est-ce que ça a été démontré? Alors, ces deux études, je le précise d'abord, ont été faites sur des rats, donc on ne peut pas vraiment appliquer ça sur des humains, parce que les rats et les humains fonctionnent légèrement différemment, j'imagine pourquoi. Mais ça reste notamment intéressant à souligner, parce que ça permet de spéculer sur l'effet que ça pourrait avoir sur les humains également. Donc la première étude démontre que chez les rats atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate, le finastéride réduit la présence de radicaux libres dans leur prostate. Et dans la deuxième étude, il a été démontré la même chose au niveau du système cardiovasculaire. Visiblement, le finastéride agit comme un antioxydant puissant au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du cœur, en augmentant clairement la concentration d'antioxydants dans le système, ce qui est assez incroyable. Et là, la question se pose, est-ce que du coup ça veut dire que c'est la présence de 5-alpha réductase qui augmente la présence de radicaux libres, ou alors est-ce que le finastéride, par une manière un petit peu non comprise jusqu'à maintenant, réduit les niveaux de radicaux libres, ce qui réduit les niveaux de 5-alpha réductase? Je ne pense pas. On sait que le finastéride fonctionne en s'accrochant à l'enzyme de 5-alpha réductase, en se faisant passer pour la testo, mais du coup en étant comme un espèce de messager muet qui vient juste s'accrocher à la 5-alpha réductase et qui ne fait rien. Mais ça reste quand même une hypothèse intéressante, ça reste quand même une piste intéressante, et ça démontre clairement un lien entre 5-alpha réductase et antioxydants et radicaux libres. Donc c'est un point à prendre en considération, je pense. Mais alors la question, la grande question que tout le monde se pose, je pense, à ce moment-là de la vidéo, en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, parce que cette vidéo est particulièrement longue, est-ce que la musculation cause la perte de cheveux ou pas? Est-ce que la musculation augmente les risques de la calvitie, ou est-ce que chez les personnes qui ont une calvitie, la musculation peut accélérer la calvitie? Et surtout, est-ce qu'il faut arrêter de faire de la musculation si on veut éviter de perdre ses cheveux? Et ma réponse à toutes ces questions, c'est absolument pas. Il faut absolument pas arrêter de faire de la musculation. Et la musculation, selon moi, n'est pas un facteur de risque pour les personnes qui souffrent de calvitie. Et voici pourquoi. Dans le même article scientifique qui démontrait que la musculation augmentait la production de radicaux libres, il a également été démontré que la musculation augmente la production de mécanismes antioxydants dans les muscles. Ça veut dire que la musculation, visiblement, augmenterait effectivement de manière ponctuelle la concentration de radicaux libres, mais sur le long terme, elle augmente la capacité du corps à lutter contre les radicaux libres en augmentant sa production naturelle d'antioxydants. Un peu de la même manière qu'avec le système immunitaire, la musculation à court terme, donc juste après un entraînement de musculation, il y a une baisse de la défense immunitaire, mais à long terme, les défenses immunitaires des pratiquants de musculation réguliers sont relativement hautes par rapport aux personnes qui ne pratiquent pas de musculation. Donc de cette manière, il semblerait plutôt que la musculation puisse être même productive si on veut lutter contre la perte de cheveux et mettre toutes ses chances de son côté pour ne pas finir comme nos darons, à condition bien sûr que ce soit fait de manière intelligente. Et comment faire de la musculation de manière intelligente? Eh ben les gars, vous avez de la chance parce qu'en plus d'être un expert dans le sujet de la calvasse, je suis également coach sportif de base, de formation. Là, je vais vous donner quelques conseils, on va dire, généraux pour éviter de rentrer en surentraînement et éviter de surproduire des radicaux libres.
histoire que vous puissiez avoir à la fois des gros pecs et une chevelure luxuriante pour l'été 2025. Premièrement, il faudrait plutôt commencer par peut-être 15 minutes un jour sur deux, puis ensuite 15 minutes tous les jours, et augmenter comme ça progressivement, et puis également au niveau des séries, augmenter progressivement les séries, et puis au bout d'un moment, quand tu deviens un athlète avancé, tu peux même réduire légèrement les séries, puis augmenter l'intensité, parce qu'en général, c'est surtout l'intensité qui peut être problématique. Donc progresser de manière raisonnable, moi je dirais peut-être toutes les 2 semaines, soit tu ajoutes une série, soit tu ajoutes un exercice, soit tu augmentes l'intensité en ajoutant des drop sets, des choses comme ça, ou en ajoutant du poids. Mais le but, voilà, c'est de ne pas aller trop vite. Deuxièmement, c'est un peu lié à ça, mais écoute ton corps. C'est-à-dire que si tu sens que tu commences à être fatigué, que tu commences à régresser ou bien à stagner au niveau de tes exercices, ça veut peut-être dire que tu t'entraînes trop et donc peut-être tu as une surproduction de radicaux libres. Alors, ça ne veut pas dire que ces symptômes sont causés par des radicaux libres, mais peut-être que c'est lié dans le sens où quand tu as des symptômes de ce genre, ça veut dire que tu es en surentraînement et quand tu es en surentraînement, il y a de fortes chances que tu produises trop de radicaux libres. Troisièmement, sois régulier dans tes entraînements. Il semblerait, en tout cas selon les études que j'ai pu voir durant ma recherche pour cette vidéo, que lorsque tu pratiques du sport intense et long mais irrégulier, il y a une plus forte production de radicaux libres que si tu en pratiques intensément et régulièrement, c'est-à-dire quasi tous les jours. Quatrième conseil qui est un petit peu lié à ça, c'est de varier les intensités et varier les styles d'entraînement. Peut-être qu'un jour tu vas faire du street workout, un jour tu vas faire un petit peu plus de course, ensuite tu vas soulever des poids, peut-être tu vas faire de la force 2 à 3 fois par semaine, et le reste du temps tu fais de l'explosivité, tu fais des arts martiaux. On dirait que je parle de moi parce que c'est le cas, mais voilà, le point principal de ce quatrième conseil, c'est varier les intensités, varier les styles d'entraînement pour pouvoir être régulier un maximum, au lieu de faire que de la musculation, et donc d'être obligé de prendre des jours où tu fais absolument rien. Et cinquièmement, privilégie les aliments riches en antioxydants. Comme je l'ai dit avant, les fruits, les légumes. Oui, les légumes, c'est sain pour toi, comme je l'ai dit. Tu risques pas d'avoir des antinutriments qui font que tu auras des carences parce que tu manges trop de légumes. Jamais personne n'est mort parce qu'il a mangé trop de légumes, hein. Ça, je te le dis. Je pense, je pense que on est vraiment arrivé à un stade dans notre société où on ne sait plus trop quoi inventer. Et donc, on va commencer à te dire que les légumes, c'est mauvais parce que bah, on sait que ça va faire du buzz. Oui, certaines personnes vont avoir des réactions auto-immunes quand ils vont consommer des légumes. Et donc, pour ces personnes-là, bah, bien sûr, ne consommez pas de légumes ou peut-être essayez d'évaluer quels sont les légumes qui vous causent des réactions néfastes. Mais pour la majeure partie des gens, consommer des légumes va améliorer leur santé. Donc, je t'encourage, toi, très cher camarade dégarni, à consommer des légumes si tu veux préserver ta santé, ta masse musculaire et ta masse capillaire. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. Beaucoup d'entre vous étiez inquiets par rapport à l'initiative de bannir le finastéride. En tout cas, c'est ce que les gens croient qui va arriver. Moi, je ne pense pas personnellement que le finastéride sera banni un jour. Tout simplement parce que, de un, il n'y a aucune étude qui prouve que le finastéride est réellement néfaste lorsqu'on arrête le traitement ou bien qu'il a des effets secondaires plus graves que ce qui n'a été démontré durant les études initiales. Et de deux, bah, il y a des gens qui dépendent du finastéride pour vivre. Alors je parle pas des gens comme moi qui en prennent pour la perte de cheveux, mais je parle des gens qui en prennent pour leur hyperplasie bénigne de la prostate. Et donc pour ces personnes-là, bah, en fait, ça serait complètement cruel de bannir le finastéride. Et je ne pense pas que le finastéride sera banni un jour. Alors, il y a des chances peut-être que le finastéride sera beaucoup plus régularisé, c'est-à-dire que si tu prends du finastéride, il faudra que tu fasses des rendez-vous réguliers avec ton médecin pour évaluer si tu as des effets secondaires ou pas, évaluer si la dose convient ou pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que le finastéride sera interdit un jour. Mais dans l'hypothèse où le finastéride serait interdit un jour, j'ai décidé que durant mes prochaines vidéos, je me détacherai un petit peu des traitements conventionnels et je commencerai à faire un petit peu plus de vidéos sur les traitements alternatifs au finastéride et au minoxidil. Et bien sûr, je ne parle pas d'huile essentielle, je parle de vrais traitements qui sont réellement efficaces
Je cite notamment le KX826 dont j'ai parlé précédemment dans certaines vidéos, ou bien même l'alpha-tradiol ou le fluridil auquel je suis en train de m'intéresser actuellement, et plein d'autres traitements qui ne sont pas encore disponibles sur le marché, qui sont en phase de recherche et dont les mécanismes d'action sont absolument passionnants, les gars. Donc voilà, je me réjouis de faire des vidéos à ce sujet-là. Et bien sûr, des vidéos sur la musculation et le sport suivront. Donc voilà, que dire de plus? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt.